Tout de suite, voici le bulletin de réinformation Le Kiosque Courtois, proposé ce matin par Henri Dubost et Catherine Noailles. Chers amis, bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro de votre kiosque courtois, chère Catherine. Mes hommages. Bonjour cher Henri et bonjour à nos auditeurs. Ça fait longtemps, dites donc. Oui, Savez-vous, chère oui. Catherine, que c'est notre dernier kiosque avant ce qu'il est convenu d'appeler la césure estivale. 2 mois sans kiosque. Et oui, notre patron a été formel. Allez vous ressourcer. J'espère que vous allez nous consoler avec un gentil dicton. Ah bah c'est la tradition. Alors, racaille dans la rue, valse tout abattu. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis sûre que notre ami Manuel va apprécier. Oh là, il était très colère oui. après les débordements oui. le soir du match Russie-Algérie. Inacceptable qu'il a tempêté. Il faut dire que le pauvre Valls s'était tellement fait discret après le match Algérie-Corée du Sud. Difficile de se taire à chaque fois finalement. Ouais, c'est vrai. Même quand on est Premier ministre socialiste, il faut savoir rester un peu crédible. Quand même. Si vous vouliez savoir ce qui s'était passé après les matchs, Algérie et quelque chose, à Lyon, à Grenoble, Roubaix, Marseille, Toulouse, Nantes, Orléans, Dreux, Villiers-le-Bel, Provins, Guyancourt, Elancourt, Trappes, etc., il fallait aller voir la presse régionale. Notre confrère Ève de Souche en a d'ailleurs fait la recension systématique. Très beau travail de réinformation. Oui, entre autres, cette tentative d'incendie d'une église à la Duchère, confirmée par le quotidien lyonnais Le Progrès, alors que les médias de propagande avaient servilement repris le communiqué de la préfecture du Rhône, pour lequel il s'agissait d'une simple rumeur. C'est ça, circuler, il n'y a rien à voir. Et Le Progrès n'a pas hésité à parler d'exaction pour qualifier les émeutes de Vénissieux, Vaux-en-Velin ou encore Givors. Là où les gros médias nationaux utilisent le vocabulaire convenu, jeune, voilà, trublion, trouble fête, reprenant la rhétorique gouvernementale de casseurs isolés. Mais même pour la presse locale, rendre compte des faits est parfois un crève-cœur. Ainsi, pour David Guevard, journaliste et rédacteur en chef du Courrier Picard, relayer l'information n'est pas simple pour les médias. En parler, c'est faire le lit de l'extrême droite. Ah, l'extrême droite. Voilà. Catherine, vous tapez Carcassonne, supporter algérien, para, RPIMA sur un moteur de recherche. En dehors de la réinfosphère, quels sont les médias qui ont relayé l'information? Oui, eh bien. L'Indépendant, c'est le journal local qui a donné l'info. Le Midi Libre et Valeurs Actuelles. Enfin, avec 2 jours de retard quand même. Bon, mais c'est tout. Mais le lecteur de la presse de propagande continuera donc d'ignorer que vendredi avant-dernier, une douzaine de paras du 3e RPIMA de Carcassonne et leurs épouses, qui passaient la soirée dans un restaurant de la ville, ont été victimes d'un véritable rezou. Au plus fort de l'assaut, la police a dénombré jusqu'à 150 véhicules de racailles aux abords du restaurant. 6 soldats ont dû être emmenés aux urgences. Après la défaite de l'Algérie face à l'Allemagne lundi dernier, le 3e RPIMA, au grand complet, a fêté la victoire de la Nationalmannschaft contre les Fennecs en défilant dans les rues de Carcassonne, chantant la Marseillaise, drapeau allemand en tête. Et les identitaires ont défilé dans les rues de Lyon au cri de One, two, three. Retourne en Algérie, slogan qui parodie celui des supporters des Fennecs. One, two, three, viva l'Algérie. Dont le Figaro du 30 juin nous apprend qu'il tire son origine d'un cri de guerre des indépendantistes algériens dans les années 50. Ah, d'accord. Et manifestation naturellement interdite par la préfecture, motif toujours le même, risque de trouble à l'ordre public. C'est facile quand même. En effet, ouais. Alors qu'aucune dégradation ni aucune violence n'était à déplorer, une 60aine d'identitaires ont été conduits au commissariat, fouillés et interrogés. Un chiffre à comparer aux 29 interpellations dans toute la France. Parmi les racailles qui s'étaient encore livrés à de multiples dégradations, incendies de véhicules et violences sur personnes dans de nombreuses villes. Parfaite illustration du deux poids, deux mesures. Permettez-moi d'avoir une pensée pour Esteban Morillo, embastillé par le régime après la lamentable affaire Méric, alors que des criminels endurcis sont en liberté. Esteban, nous ne t'oublions pas. Samuel Dufour, injustement soupçonné d'avoir frappé le gauchiste à particules Méric de Belfond, vient quant à lui d'être libéré après plus d'1 an de prison. Sur RMC, hier, Lilian Thuram, l'homme qui demande 20 000 € pour une conférence d'1 heure et demie sur le racisme auprès des lycéens,
a de nouveau fait l'éloge de la France, Black Blamber, à travers le rêve de la Coupe du Monde de 1998, un rêve encore et toujours ressassé par la propagande du système. Interview très complaisante de Bourdin, inutile de préciser. Eh ben, c'est normal. Selon l'eschatologie cosmopolite, le métissage est obligatoire pour tous les peuples de la planète. Bon, sauf un peut-être. Nicolas Sarkozy l'a bien martelé dans son discours de Palaiseau en décembre 2008. L'objectif, c'est le métissage. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, un impératif. On ne peut pas faire autrement. Bon, des paroles fortes quand même, non? Mais le rouleau compresseur métisseur a une nouvelle fois fonctionné à fond. Ainsi, pour notre ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, on a tous un peu d'Algérie en nous. Ah. Ou encore la ministre du droit des femmes, la franco-algérienne Najat Vallaud-Belkacem, qui a fait l'éloge de la diversité comme richesse, précisant: quand on dit diversité, on dit aussi jeunesse, parce que c'est surtout dans la jeunesse que l'on trouve aujourd'hui ce mélange d'origine, de couleurs, de culture. Oh là là, c'est beau comme l'antique, non? Superbe. Elle ne parlait pas de l'équipe d'Algérie, notez bien, sûrement. parce que là, on ne cultive pas encore ce mélange d'origine, de couleurs et de culture. Chez les Fennecs, c'est pas Black Blamber, c'est Berber. Oh, Tribert, tout. Sur les 25 joueurs retenus par l'Algérie pour la Coupe du Monde de football, 19 sont nés en France et sont donc français par le droit du sol. Mais ils ont fait le choix du cœur en décidant de porter le maillot algérien. Un détail qui explique largement pourquoi nos élites ont croisé les doigts pour qu'il n'y ait pas de match France-Algérie. Oh, dommage. On aurait vu le vivre ensemble dans toute sa splendeur. Bon, enfin, soyons quand même équitables avec les Fennecs. Ils ont superbement joué contre une impressionnante équipe d'Allemagne. C'est vrai. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen a tweeté « Chapeau pour l'équipe d'Algérie ». Et les Fennecs sont patriotes, eux, ils ne font pas semblant de chanter l'hymne national algérien. Vous savez que si l'équipe de France s'était qualifiée pour les finales, qui se joue le 13 juillet, Hollande voulait reporter le défilé militaire. Raison inavouable, le 13 au soir, quel que soit le résultat, les Champs-Élysées auraient été transformés en un véritable champ de bataille. Difficile de faire défiler notre armée le long d'une avenue en ruine, vitrines brisées et matériel urbain en miettes. On a également évité les militaires algériens sur les Champs-Élysées. Ah oui, le président normal, jamais à court de bonnes idées, les avait invités pour le 14 juillet. Mais c'est le gouvernement algérien lui-même qui a décliné l'invitation. Motif: contentieux colonial pas encore éclusé. Les Algériens aiment décidément s'enfermer dans une logique de haine de la France et des Français. Pauvre Hollande, il s'est fait humilier par ceux-là même qu'il pensait être ses alliés pour humilier les Français patriotes. Oh bah là, vraiment pas de chance. Bon, Catherine, c'est parler foot. Oui. Heureusement, pour nous distraire, nous avons le Ramadan. Il a commencé dimanche, figurez-vous, à grand renfort de trompes médiatiques. Métro News a relayé les horaires de prière et de jeûne dans les différentes villes de France. La Provence est fendue d'un exposé didactique sur, je cite, le 4e pilier de l'islam. Le Monde, Libération, Le Parisien, Le Point se sont inquiétés sur son début exact. Samedi, dimanche. C'est important. Mais attendez, dans un pays qui compte 5 millions de chômeurs, gravissime question. Bien sûr. Le Figaro et BFM se sont inquiétés. Comment les joueurs de football français, SIC, allaient-ils concilier Coupe du Monde et Ramadan? Bref, Cornélien. Bref, un déballage généralisé sans commune mesure avec l'indifférence qu'inspire le carême chrétien aux mêmes journalistes. Normal, le carême n'est pas un événement commercial. Le Ramadan, si. Le Ramadan, c'est jeûne ostensible la journée et orgie open bar la nuit. Alors que le consumérisme forcené qui accompagne Noël est en contradiction totale avec l'esprit évangélique, le Ramadan est par essence une période de regain de consommation. Pour les grandes enseignes de distribution, c'est même du pain béni, enfin si on ose dire, comme l'a rapporté le site musulman Al-Quds. Le commerce de proximité s'en tire aussi très bien. Sur iTélé, un boucher halal de la Goutte d'Or affirme que son chiffre d'affaires augmente de 40% durant le Ramadan. Plus 60% pour un pâtissier interrogé par BFM TV. Mais attention, le Ramadan n'est pas du tout communautariste. Non, n'allez pas croire. Non. Ainsi, la Voix du Nord fait dire à ce responsable
responsable d'une grande enseigne de la région lilloise, le ramadan ne doit pas être un outil de communautarisme. Il est important que les acteurs du commerce s'ouvrent et intègrent nos différentes cultures. Et le monsieur continue, on fait juste notre métier et on vit les choses comme un moment de partage avec nos clients comme avec nos collaborateurs. C'est une belle occasion de s'ouvrir aux autres. Ah, l'ouverture aux autres, le culte de l'autre suprême. L'extraordinaire, c'est que même les manifestations d'hyper-communautarisme sont l'occasion pour le système de nous vendre sa soupe du vivre ensemble. Remarquez que certains, derrière la façade, commencent à se poser des questions. Ainsi du journaliste bien pensant, Claude Askolovitch, qui a récemment posé la question à Julien Rochdy, directeur du FNJ, si on est dans cette situation, est-ce qu'elle est rattrapable ou est-ce qu'on n'est pas de facto dans une situation de pré-guerre civile? Réponse très distanciée de Julien Rochdy. Avec une immigration continue de l'ordre de 200 000 personnes qui rentrent chaque année en France, plus les clandestins, on arrivera à des situations très graves. Marqueur irréfutable de l'immigration de peuplement voulu par nos élites, le test de dépistage de la drépanocytose. Cette maladie génétique, parfois appelée la maladie des Noirs, dont sont exemples les Blancs. Et les jaunes. Qui par conséquent ne sont pas dépistés. En Île-de-France, 66% des nouveau-nés ont subi ce dépistage en 2012, 43 en PACA, 40 en Languedoc-Roussillon, 34 sur l'ensemble de la France. Le site F de Souche a établi une carte de France avec les chiffres officiels de dépistage intitulée « Carte du grand remplacement ». Et la mairie de Paris va bientôt nous vendre un grand moment de vivre ensemble. Écoutez bien, à l'occasion du Ramadan, la mairie de Paris invite les agents dans les salons de l'hôtel de ville le mercredi 9 juillet 2014 à 20h à la soirée La Lila de Paris. Événement aux senteurs de jasmin et aux couleurs de Gnawa du Maroc. Au programme, le groupe Zorna, la chanteuse et un spectacle de musique et de danse Gnawa. Oh, les francs-macs adorent. Attendez, ce n'est pas tout, à 21h59, tapante, 59, attention. Rupture du jeûne, autrement dit, célébration d'un rite religieux dans les murs de l'hôtel de ville avec la bénédiction, facilement de se dire, de Madame le maire. Coût pour les Parisiens, 70 000 €, c'est pas beau? Ah oui, quand même, oui. Eh ben, figurez-vous que le même jour, à 17h30, les Français patriotes seront place Igor Stravinsky dans le 4e arrondissement, à 200 mètres de l'hôtel de ville, pour la rupture du saucisson, à l'invitation de Riposte laïque et Résistance républicaine. La rupture du saucisson, très bien. Eh bien écoutez, c'est sur cette perspective réjouissante, Catherine, que nous allons devoir prendre congé de nos auditeurs. Notre kiosque s'achève. Et oui, bon été à vous, chère Catherine. On se retrouve le 6 septembre pour de nouvelles aventures casquiennes. Vous voulez bien? Ah mais bien sûr, comptez sur moi, cher Henri. Bon été à vous, ainsi qu'à tous nos auditeurs.